Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on part dans les années folles, suivre l'histoire de Kiki de Montparnasse. De la petite fille pauvre à la muse chouchou des artistes, modèle, chanteuse et danseuse, son parcours sera semé d'embûches. C'est parti. Avant sa naissance déjà, son destin est mal parti. Sa mère 18 ans et son père 19 ans entretiennent une relation illégitime. Sa mère est issue d'un milieu pauvre, tandis que son père vient d'un milieu respectable. Sous la pression familiale, il abandonne la jeune femme alors qu'elle est sur le point d'accoucher pour se marier avec une femme de son milieu. Sa mère accouche entre un chemin de campagne et une rivière en Bourgogne le 2 octobre 1901. La petite Alice Ernestine Prin pousse son premier cri, le cordon autour du cou. Un début de vie pour le moins rocambolesque. Elle a pour parrain un contrebandier d'alcool qui, pour fêter la naissance, arrose généreusement d'alcool toute la famille. Puis un jour, sans prévenir, la mère d'Alice part pour Paris, laissant sa fille chez la grand-mère qui vit dans une grande pauvreté. Il faut dire que la grand-mère s'occupe des 6 petits-enfants illégitimes de la famille. La petite Alice grandit donc dans une grande pauvreté, pour autant elle n'est pas malheureuse. Elle dira « On était 6 enfants de l'amour ». Nos pères avaient oublié de nous reconnaître. La nourriture se fait rare, les enfants ne mangent pas tous les jours. Ils sont sales et mal habillés. Et pour éviter l'époux, garçons et filles étaient rasés en permanence. Voilà ce dont elle se souvient. J'avais un petit compagnon qui avait 8 ans et qui s'appelait Henri et avait de grands cheveux noirs bouclés. Ce qui fait que je l'admirais car moi j'avais toujours la tête rasée. À l'école non plus, ce n'est pas la joie. Elle n'est pas mauvaise et pourrait même briller dans ses études. Mais les professeurs la dénigrent. Ils ne s'attardent pas sur elle, c'est une pouilleuse, une enfant qui ne mérite pas qu'on lui prête de l'attention. Alors Alice, du haut de ses 13 ans, va tout laisser tomber pour rejoindre sa mère à Paris. Alice débarque à Paris et la vie avec sa mère complètement fauchée l'amène à prendre tous les petits boulots qui se présentent pour une jeune adolescente. Laveuse de bouteilles, fleuriste, brocheuse ou encore visseuse d'ailes d'avion, elle finit par être embauchée comme bonne à tout faire par un couple de boulangers de la place Saint-Georges dans le 9e arrondissement de Paris. Mais son patron s'énerve rapidement et joint vite le geste à la parole. À force d'être maltraitée, Alice finit par se révolter et est renvoyée aussitôt. De retour chez elle, sa mère est hors d'elle. Elle n'a clairement pas les moyens de les faire vivre toutes les deux. Alice doit vite retrouver du travail. On lui propose alors de poser nue pour des sculpteurs, et elle accepte immédiatement. Elle gagne même plutôt bien sa vie avec cette nouvelle activité. Cependant, ce n'est pas vraiment du goût de sa mère. Quand elle l'apprend, elle met sa fille dehors avec cette phrase « Je ne veux pas d'une putain à la maison ». En plein hiver, Alice se retrouve seule dans les rues de Paris. Malgré tout, c'est la première fois qu'elle se sent libre. Libre de choisir sa vie sans avoir à en rendre de compte à personne. Dans un premier temps, elle trouve refuge chez le peintre d'origine russe, Chaim Soutine, qui avait pour habitude de recueillir des modèles sans le sou. Cette générosité du peintre va être le commencement d'une longue amitié. Elle passe ses journées à la Rotonde, une célèbre brasserie parisienne qui est un lieu de rencontre d'artistes. Mais pour se faire voir, habillée en grande dame et payer ses consommations, il faut mener grand train, et Alice se débrouille à peine avec ses petits boulots ou en croquant les passants pour quelques sous. Donc pour le moment, c'est au bar qu'elle consomme, regardant avec envie les grandes dames en terrasse et se jurant d'être à leur place un jour. En 1918, elle fait la rencontre de Maurice Menjiski, peintre d'origine polonaise. Il a 10 ans de plus qu'elle et ils vont vivre une liaison passionnée pendant 3 ans. Grâce à lui, elle va s'intégrer à la communauté d'artistes de Montparnasse. Alice s'épanouit dans ce milieu qui correspond plus à sa façon de vivre, sans attache et guidée par ses envies. Elle change de look, se fait couper les cheveux au bol et se maquille les yeux de noir rehaussés d'une bouche ardente. Elle change de nom également, désormais on l'appelle Kiki de Montparnasse. Elle va rencontrer les plus grands peintres et devenir une muse des artistes des années folles. Soit elle pose pour eux, soit elle est leur amante, et parfois les deux à la fois. Elle devient l'amie d'Amedeo Modigliani, un peintre et sculpteur italien de talent, et de Tsuguharu Fujita, peintre d'origine japonaise dont elle devient le modèle favori. Grâce à sa fameuse toile Le Nu à la toile de Jouy, ils vont faire sensation au salon d'automne de 1922 où elle partira à prix d'or. À partir de 1921, elle devient la compagne de Man Ray, le célèbre photographe américain. Il dit d'elle qu'il la trouve de la tête aux pieds irréprochable.
En tant que modèle, il va la rendre célèbre grâce à 2 de ses photos, celle du masque baoulé et celle du violon d'Ingres. Avec lui, elle va rencontrer de nombreux artistes. Elle dira de cette période: « J'avais trouvé mon vrai milieu, les peintres m'avaient adopté, fini mes tristesses. Il m'arrivait encore souvent de ne pas manger à ma faim, mais la rigolade faisait oublier tout ça. » En 1929, alors qu'elle se trouve près de Nice, Kiki va se retrouver devant la justice pour une petite histoire. Un soir, je vais retrouver des matelots, amis dans un bar anglais où nous n'allons jamais. J'avais à peine ouvert la porte que le patron me crie: « Pas de putain ici !» Je me précipite sur lui et lui lance une pile de soucoupes sur la figure. Mes copains entament la bagarre, mais la police du bateau arrive. Lorsque la police arrive dans le bar, Kiki est déjà rentrée à son hôtel. Le lendemain, un commissaire et un gendarme viennent la chercher car le patron du bar a porté plainte contre elle. Seulement les 2 hommes sortent Kiki de son sommeil. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas le réveil facile. Alors qu'on lui demande de se dépêcher de se préparer, Kiki frappe le commissaire avec son sac à main. Elle empire son cas avec une accusation de coups et blessures à la magistrature. Elle est transférée à la prison de Nice et le lendemain, elle fait la une des journaux locaux, décrite comme une fille aux mœurs légères. En fait, on est persuadé qu'il s'agit d'une prostituée qui vient dépouiller les marins de leur argent. Man Ray va la sortir de là en faisant jouer ses connaissances. Seulement en pleine période de fête de Pâques, la procédure va traîner un peu en longueur. Et comme elle est considérée comme une prostituée, on ne veut pas lui accorder la liberté sous caution. Man Ray arrive sur Nice et parvient à convaincre le commissaire de ne faire qu'une déposition bénigne. De plus, il fait établir une lettre de son médecin, affirmant qu'elle a les nerfs malades, ce qui explique son attitude. Elle retrouve alors vite sa liberté après 10 jours d'enfermement. En 1929, elle rencontre Henri Broca, un journaliste. Il n'est pas vraiment l'archétype du beau garçon, mais elle en tombe follement amoureuse. Mais au-delà de leur passion, ils vont faire coïncider leurs attentes professionnelles. Henri Broca fonde son propre journal, le Paris-Montparnasse. Kiki, à cette époque, écrit son premier livre de souvenirs. Et Henri en publie les premières pages dans son journal. Même si le journal n'a pas grand succès, il est particulièrement connu dans le domaine artistique. On propose à Kiki une traduction de son livre aux États-Unis, et elle est enchantée. C'est Hemingway, le célèbre écrivain, qui doit en faire la préface dont voici quelques mots. Voici un livre écrit par une femme qui n'a jamais été une lady mais une reine, et pour cause, Kiki est élue par ses artistes reine de Montparnasse. Sauf que tout ne se déroule pas comme prévu, et sur son contenu original, une bonne partie est censurée. L'Amérique puritaine n'est pas encore prête pour une femme qui parle de sexe, trop vulgaire pour l'époque. Mais le livre va avoir un véritable succès. Par ailleurs, à Paris, Kiki chante et danse dans les cabarets et gagne vraiment bien sa vie. De retour à la maison, elle retrouve son cher et tendre Henri Broca. Mais celui-ci traverse une période difficile. Son journal ne survit que grâce à l'argent de Kiki, et tout ça le mine vraiment au point de sombrer dans la folie. Kiki rêve alors de cinéma aux États-Unis, elle a ses entrées au studio de la Paramount, et pourrait tenter l'aventure pour devenir une star. Mais elle abandonne ce projet et rentre à Paris. Entre son mari malade et sa mère qui vient de mourir, elle s'enfonce dans le désespoir. En 1934, elle pèse 80 kilos, sombre dans la drogue et redevient modèle pour survivre. Voilà ce qu'elle dira de cette période. Une pincée de poudre et je me sentais allégée. Plus de soucis, plus d'ennuis. Je ne voyais même plus que j'étais grosse. Henri Broca meurt en 1935. En 1936, lassée de chanter pour les autres, Kiki rachète le cabaret parisien L'Oasis et le renomme Chez Kiki. Elle engage André Larocque, pianiste et accordéoniste de talent, qui va également devenir son tout dernier amant. Il va illuminer les dernières années de sa vie. Kiki, qui s'adonne un peu trop à l'alcool et aux drogues, va sortir de sa torpeur grâce à un nouveau projet, ses mémoires. André Larocque et Kiki travaillent ensemble sur le manuscrit. Elle raconte ses souvenirs, les remet en ordre, les reformule et lui tape à la machine. Ce manuscrit dormira pendant 65 ans avant d'être publié. Kiki meurt en 1953 à l'hôpital Laennec de Paris, après avoir suivi avec succès une cure de désintoxication et avoir prononcé ces mots. « J'ai un amant depuis 6 ans, je l'aime, il joue de l'accordéon avec une sensibilité étrange, il accompagne divinement mes chansons sentimentales, tout va bien. » Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi la vie trépidante et tragique de Kiki de Montparnasse. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un autre personnage oublié.